C'était mieux avant, un podcast Radio Wilson. T'es encore trop jeune, moi à ton âge j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça. Alors. Je viens tout juste de me mettre au Minitel, alors si vous me parlez d'ordinateur et d'internet, on va attendre quelques années je pense. Que les gens ne savent plus ce que c'est que de s'élever, de se distinguer de quelque chose. Avec toutes tes nouvelles technologies, toi t'envoies 3 textos à une copine, l'affaire est réglée. Nous, à ton âge, c'est le téléphone fixe, mon petit père. Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de C'était mieux avant, l'épisode numéro 1. Je suis en compagnie de Laure. Salut Bonsoir. Laure, ça va? Oui, ça va très bien. Et de Dimitri. Ça va Dimitri depuis la dernière fois? Bah écoute, ça va. Et toi Quentin, comment vas-tu? Bah ça va bien, écoute ma foi. Motivé pour l'épisode numéro 1. Ah bah moi je suis super content d'être avec vous et en plus on a une nouvelle participante. Oui. Ouais, enfin, vous êtes chez moi quand même. Une invitée de marque. Mais... on est à la maison. Et oui, alors du coup, on a notre invité de marque pour cet épisode numéro 1 qui traitera du féminisme. Sujet très délicat. Va falloir faire gaffe à ce qu'on dit. Hein. Oui, parce que bon, le féminisme porté par 2 mecs et une nana, ça Ouais, fait un peu mal. Déjà on n'a pas la parité. Sans transition, donc pour ce tout premier épisode, on va se demander avant tout, mais alors qu'est-ce que le féminisme? Dimitri, qu'est-ce que le féminisme? Wow, qu'est-ce c'est que moi t'as qui commence. trouvé? Le féminisme, bah, c'est un terme qui désigne pas mal de choses au final, puisque ça peut désigner une ligne politique, ça peut désigner des mouvements sociaux ou culturels, ou même une certaine philosophie. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais toi alors, est-ce que t'as trouvé autre chose sur le féminisme? T'as des choses à rajouter peut-être? J'ai réussi à trouver dans un mémoire qui a été écrit par une Suisse, qui a testé justement ce qu'étaient les représentations du féminisme chez les gens lambda, enfin là en l'occurrence auprès de 23 femmes. Et il apparaît que les femmes, lorsqu'on leur parle de féminisme, elles pensent pas du tout à l'égalité homme-femme. Pour elles, c'est juste des revendications liées au salaire. Politique ou... Oui, voilà, c'est un peu ça. Bah moi j'avais un dernier truc à dire, c'est que j'ai l'impression aussi que dans la population globale, le terme féministe est assez négatif aujourd'hui, Ouais. quoi. Bah, j'ai l'impression qu'on identifie très souvent le féminisme au féminisme radicaliste. Les représentations que moi j'en ai par exemple, lorsqu'on parle de féminisme, je vois ce que tu ça va veux être dire, des nanas qui vont tout brûler et faire crever tous les hommes. Ah, mais je pense aussi un que peu connoté négativement. Oui. Je pense aussi que De ce c'est point de lié vue-là. aussi à la médiatisation du féminisme. On voit en fait beaucoup les féministes qui sont très activistes et qui font des coups d'éclat, alors qu'il y a beaucoup de formes de féministes qui sont beaucoup plus modérées et qui sont beaucoup plus... Et qui finalement passent du coup peu à la télé et... Exactement, Tout à fait, bah, desquelles on n'entend médiatisées. pas forcément C'est parler. sûr qu'on va privilégier les happenings des femmes. Quand on les voit à la télé, le problème c'est qu'on voit ce qu'elles font, on commente leurs actions, mais on sait jamais en fait pourquoi elles se plaignent. C'est vrai que les fémènes sont un discours qui est assez confus, quoi. Elles arrivent pas forcément à se fixer sur un thème Oui. précis et du coup Parce ça rend leurs revendications qui parfois assez floues, quoi. c'est qu'elles visent large, au-delà même du féminisme, elles visent, elles manifestent contre déjà le tourisme sexuel, contre la corruption, elles manifestent contre les religions. C'est un mouvement qui finalement s'est vachement étendu, qui est sorti des simples frontières du féminisme. Moi j'ai quelques infos sur les inégalités hommes-femmes qui persistent aujourd'hui, si ça vous intéresse. Oui, Ça peut être intéressant. Bah alors en France, par exemple, les hommes sont payés en moyenne 27% de plus que les femmes. Une femme décède tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon, donc ou de son ex-conjoint. Hein. Ça pose quand même un certain cynisme, quoi. Le chiffre inverse pour les hommes, c'est un homme qui meurt tous les 13 jours, donc voilà, c'est quand même... Ah, c'est déjà pas mal. Oui, c'est quand même J'étais surpris, c'est déjà pas mal, mais quand même, c'est quand même 7 fois moins, quoi. Oui, ou Ouais. alors c'est tout simplement que les nanas se font pas choper quand tu leur maries. Peut-être. Une petite Ou elle gueule, les tue si pas, elle est tous les matins au petit-déj, J'avais pas vu des choses comme ça. Peut-être qu'elle les torture aussi, ça se pourrait. Qui ils sait? ressortent jamais de la cave, donc... Bah voilà, ils peuvent qui est pas là se pour plaindre. dire Et après, un homme, il osera peut-être pas se plaindre de se faire agresser sexuellement ou se faire tabasser par sa femme. Bah, j'ai Je vu pense que qu'il y a c'était même une question de juridiquement... virilité peut-être derrière. J'ai vu que même juridiquement, c'était très compliqué pour les hommes de faire reconnaître le fait qu'ils se soient fait battre, etc. Parce que Oui. les juges ont plus de clémence pour les femmes. Voilà. Faut pas
pousser. Attends, si le mec il fait pas la vaisselle aussi, il mérite bien une bonne petite baffe de temps en temps, quoi. Bah, un bon coup de pied au cul, hein, c'est ce qu'il mérite Ou parfois. alors avec les 27% qu'il gagne en plus, il va acheter une machine. Une machine à laver. Ouais, Oui, c'est vrai, il pourrait. Hein. Éventuellement. L'INSEE en 2010 a démontré que les femmes s'occupaient de 64% des charges domestiques et 71% des obligations parentales. Ah ouais. En 2010, faut dire, ils ont comparé par rapport à 1985, où c'est 69% des parts domestiques occupées par des femmes et 81% des obligations parentales occupées par des femmes. Pour continuer notre discussion, nous allons écouter un extrait sur les différents mouvements du féminisme. Il y a des féministes, par exemple les universalistes, pour qui hommes et femmes sont strictement égaux. À l'inverse des différentialistes, qui pensent qu'il existe une essence, un genre proprement féminin. Il y a les activistes, fémènes, barbues, ni putes ni soumises, celles qui mordent, celles qui osent. On a les marxistes orthodoxes aussi, qui en veulent plus au grand capital qu'au patriarcat. Ou encore les intersectionnels, comme Beyoncé, qui cumule des facteurs discriminants, puisqu'en plus d'être une femme, elle est noire, et donc victime de sexisme et de racisme. Ah bah non. Il y a les religieuses, catho, musulmanes, feuges, tout ça, les pro-abolo contre la prostitution et les pro-prosti pour. Les écolo-naturalistes qui se sentent à l'aise avec leur poil, les chaltris, les intégristes masculinophobes. Bref. Voilà. Et d'ailleurs, cet extrait, on l'a pas dit, mais c'est un extrait d'un programme court de Canal qui s'appelle le Meufisme, que je vous invite à aller regarder, qui est sur YouTube. Donc, tapez Meufisme sur YouTube et on le trouve facilement. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez lu sur les différents mouvements du féminisme ? J'ai lu qu'il y avait le proto-féminisme à l'Antiquité. Ouais, moi j'ai lu ça aussi, mais bon. Là, je pense qu'on tire un peu. C'est un peu capillotracté, moi, cette histoire, je trouve. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez attends, d'accord. moi je veux bien savoir ce que t'as là-dessus. Non, mais c'est tout, parce qu'après, il y a eu des recherches. Bien, d'accord. Il y a eu des recherches, il y a eu le proto-féminisme durant l'Antiquité, mais ça n'a pas. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, il faut le dire quand même. Enfin bon, l'émission s'appelle C'était mieux avant, alors si on traite même pas de l'Antiquité, on va où là? Ah bah, en tout cas, là, on pourra déjà dire que à l'Antiquité, du coup, avant, c'était pas forcément mieux. Moi, je suis remonté vachement tôt, parce que je suis remonté jusqu'en 1832. Et du coup, il y avait ces premières femmes journalistes. C'était des ouvrières majoritairement. En fait, c'est à partir de la date où la presse est ouverte. Libre. Et du coup, les femmes ont mis en commun, donc des ouvrières ont mis en commun leurs économies pour fonder 2 journaux entièrement faits par des femmes. Donc il y avait la femme libre d'abord, et ensuite la Tribune des femmes. Et du coup, elles avaient vraiment un discours progressiste sur la représentation de la femme, etc. Déjà à l'époque. Donc, j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Cette période-là, elle est un peu marquée par le début des femmes en politique, enfin les premiers essais d'introduction de la femme en politique. Notamment un groupe qui avait essayé de convaincre George Sand de se présenter à certaines élections. Moi j'avais vu que les premiers à s'être battus pour les droits de la femme, mais c'était en France. C'était Olympe de Gouges tout simplement qui avait sorti sa déclaration des droits de la femme qu'elle avait envoyée à Marie-Antoinette pour lui faire remarquer que même elle qui était reine était malgré tout en dessous des citoyens du coup masculins. Et donc son but c'était vraiment de revendiquer cette égalité en disant que même la reine est finalement en dessous de la moitié des Français. Voilà, c'était le premier truc la première avancée féministe que j'ai vue au niveau des droits de vote, mais en même temps c'était que 2 ans après. Ouais, non, mais c'est vrai que ça prend un peu son origine à la Révolution française, mais très vite les femmes vont quand même se faire écarter. Tout à fait. A priori, elles sont écartées à partir de 1792. ouais, déjà, 3 ans après. Après la Révolution. Mais de toute façon, Olympe de Gouges, elle a été se fera guillotiner parce qu'elle était accusée d'être une contre-révolutionnaire du coup. À cause de sa déclaration des droits de la femme, parce que ça va à l'encontre de la déclaration des droits de l'homme. De la femme et de la citoyenne. Oui, tout à fait. Et de la citoyenne. Oui, celle de 92 qui elle a voulu vraiment se battre pour les droits de la femme. En fait, son but à l'origine, c'était que les femmes puissent venir aider les bataillons pour la cause girondine. Ils appelaient ça des bataillons d'Amazon, d'ailleurs. Donc c'était Théroigne de Méricourt, donc vraiment une figure, on va dire, du féminisme avant que le féminisme n'existe vraiment, que ce mot existe. Donc elle a été surnommée l'aimante du carnage. Donc, wow, ça tue comme nom, carrément. Franchement, tu t'arrives comme ça, tu viens en soirée, comment tu t'appelles ? Je suis l'aimante du carnage. Ça pourrait faire un beau titre de film, ça. Franchement, ça se pose là quand même. Du coup, elle a défilé sur le champ de Mars où elle avait réussi à rassembler plusieurs femmes du coup pour pouvoir partir à la guerre. Et du coup, les milices l'ont attrapée, ils l'ont fouettée, ils l'ont décolletée en public pour la punir.
Et donc 1 an plus tard, de nombreuses lois sont passées plutôt contre les femmes, notamment l'interdiction d'aller à l'armée ou d'avoir un moindre pouvoir public. Donc elles continuent a priori de se rassembler dans des endroits clos pour les salons. préparer la future révolution peut-être. Une autre. Voilà, c'est Une ça. énième révolution en France. Mais en effet, après j'avais les suffragettes. Et oui, on en vient aux suffragettes. Du coup, vas-y Dimitri. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça prend racine au début du XXe siècle, donc au Royaume-Uni, et ça désigne les militantes de la Women's Social and Political Union. Rien que ça. Voilà, rien que ça, donc vous l'avez entendu avec mon magnifique accent. Donc l'idée, c'est un peu de rompre avec la bienséance. Ces femmes, pour faire entendre leur voix, commencent à faire des actions un peu plus radicales, donc elles commencent à faire des incendies volontaires, elles cassent des vitres. Et du coup, par extension, ce terme a fini par désigner un peu tous les mouvements qui prenaient le droit de vote pour les femmes. Ouais. Donc dans le monde entier, c'est ce que tu veux dire ? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, on en vient après à toutes les acquis qui vont se faire dans le siècle d'après. Mais ça prend vraiment racine au Royaume-Uni, et c'est après que ça se propage dans le reste du monde. David Bowie leur a rendu hommage dans sa chanson Suffragette City, d'ailleurs. C'est vrai, effectivement. Sur l'album Ziggy Stardust, voilà, Spider Ziggy Stardust, Stardust. tout à fait. On peut le chanter au pire ? Non. Vas-y, c'est pas grave. Quentin, chante-nous. Non, c'est vrai. Bah d'ailleurs, donc dans le cadre Peut-être des mots, des oui. suffragettes, moi j'avais lu notamment qu'elles étaient venues déposer des fleurs à la statue de Condorcet, qui a disparu pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est l'une des manifestations, en tout cas en France, des suffragettes. La statue qui a disparu. Ah oui, je croyais que Condorcet a disparu après la Première Guerre mondiale. Je me suis dit, il y a un problème là. C'est pas logique. Alors les suffragettes françaises vont intervenir beaucoup plus tard aussi par rapport au reste de l'Europe. Parce qu'il y a vraiment Très un en blocage retard, en France. Notamment à Napoléon III, qui a fait des femmes des êtres mineurs juridiquement 110 ans plus tôt. Tout à fait, les femmes n'avaient pas la capacité juridique, donc finalement, aux yeux de la loi, elles étaient Voilà, sous la c'est tutelle ça. du mari ou du frère ou du fils, à partir du moment où il était majeur. D'ailleurs, c'est assez récent le fait que la femme ait le droit d'ouvrir un compte. Un à compte la en main, banque. ça c'est Ça à partir des date années 50-60. Vu que la principale revendication des suffragettes, c'était le droit de vote, j'ai préparé un petit quiz sur le droit de vote pour voir si vous avez bien bossé. Je vais vous poser la première question. Êtes-vous prêts ? On est prêt, on t'écoute, dis-nous tout. Je vais peut-être aller aux toilettes, moi. Et quel pays a accordé définitivement, attention, sans revenir sur la décision, le droit de vote aux femmes ? C'est pas la Nouvelle-Zélande ? Ah, vous avez le droit de travailler en équipe, hein, après, Ah je sais bon. pas... Oh, il me semble que c'est la Nouvelle-Zélande. Mais, C'est effectivement la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu as une date ? c'est 1800... Ouais, c'est fin du 19e, 1800... Ouais. 1875. 1893, on y était Merde. presque. Ah, j'y étais presque. À quelques années près. À quelques mois près. Je l'avais. Alors du coup, la France a accordé le droit de vote aux femmes en 1944. Mais combien de pays l'avaient fait avant elle ? À peu près, hein, vous avez le droit à quelques pays. Ouais, on a alors, combien... vu Attends, que- je croyais que c'était un jeu en équipe là. Alors, écoute, je pense, vu qu'il y avait au moins peut-être, au sortir de la guerre, peut-être une centaine de pays. Je dis une dizaine. Alors toi tu dis là. en faisant les recherches, j'ai été vachement surpris, mais la France, c'est environ 40 pays qui a accordé le droit de vote avant elle, quoi. Et pourtant, on est le pays des droits de l'homme. Et exactement. Et t'en as quelques-uns des noms de pays ? Ouais. J'avais la liste complète quelque part. Je dois Il y a la avouer que là, Nouvelle-Zélande, c'est sûr. je sais que Ah la bah, Nouvelle-Zélande a c'est été la vrai, première, mais Il y a le Royaume-Uni aussi, je le crois. S'il n'y avait 1918. pas l'Inde. Et l'Allemagne aussi. Si, Royaume-Uni, si peut-être. l'Inde, dans l'Inde, c'est dans les années 50. Attention, Ah oui, celle-ci, c'est vrai. Elle est un peu difficile. Encore des questions. Ah, parce que c'était facile au départ. Quel est le dernier pays où les femmes n'ont pas encore le droit de vote ? Le dernier pays où ils n'ont pas le droit de vote, mais il Oui. n'y a pas énormément de pays où les femmes n'ont pas le droit de vote. Non. Je dirais. Attends, dans d'autres pays, les femmes ont le droit de vote parce que moi, il me semblait qu'il y en avait. Moi, je Alors, pense il y a que des c'est la pays- Corse. Alors figure-toi que... Alors c'est marrant ce que tu dis ça, parce que la Corse, c'était le premier pays à accorder le droit de vote, mais comme en fait la République de Corse a été avalée par la France assez oui, rapidement, du coup c'est Ouais, plus considéré comme l'ancien, puisque c'est comme ça. c'est D'accord, parti. mais il l'avait autorisé avant d'être. Il l'avait autorisé dans les années... au allez. XVIIIe siècle. C'était... mais c'est- du coup, Avant c'est qu'il marrant soit qu'il français, dise ça, quoi. Ouais. Merde alors. Arabie Saoudite. On aurait. Pourrait vous l'accorder parce qu'en fait c'est le pays, le dernier pays à l'heure actuelle qui a accordé le droit de vote aux femmes. D'accord. Ça a été voté en 2011 et ça a été effectif depuis 2015 seulement. En fait, Après, c'est une question un peu piège puisqu'en fait il s'agit du Vatican.
Ah oui, d'accord. Parce, Bon, que, en même temps. parce que de fait, en fait, le collège électoral, le conclave qui élit le pape est réservé aux prêtres, et comme l'Église catholique romaine n'ordonne pas de femmes, en fait, il s'agit uniquement d'hommes, donc de Simplement. fait, les femmes n'ont pas le droit de vote D'accord. au Vatican. Et du coup, voilà, avec cette vague de demandes, d'envie d'accéder au droit de vote, va petit à petit naître, quand elles auront le droit de vote, une deuxième vague qui sera... Une revalorisation de la place de la femme dans la société. Donc ça, c'est le début de la deuxième vague, du coup. Dans lequel du coup s'inscrit le courant du féminisme universaliste, parmi lesquels nous pouvons citer Simone de Beauvoir, sur laquelle nous reviendrons plus tard. C'est un peu elle qui a initié ce voilà, mouvement. c'est un peu ça. En tout cas, qui a ouvert la théorie du genre, enfin les études sur la théorie du genre, sur le genre. Oui, notamment, et celle qui du coup porte, on se la représente en tout cas comme étant la leader de ce mouvement. Donc, dans ce courant de pensée-là, les rôles qui sont attribués aux deux catégories n'ont rien de naturel. Comme tout à l'heure, on disait qu'il y avait des aptitudes masculines, des aptitudes féminines qui, du coup, devaient être valorisées. Là, la différence, elle est sociale. Donc, c'est le fruit d'une construction sociale qui est liée notamment à la présence des hommes qui, justement, oppressent les femmes pour qu'elles restent à la maison, notamment. Donc, oui, tant qu'à faire. Voilà, c'est le plus simple. Donc ces différences qui sont liées à une construction sociale prennent de l'importance dès lors qu'il y a ce rapport de force qui les structure. Parce qu'autrement, s'il n'y avait pas ce rapport de force, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc Beauvoir disait bien, on ne naît pas femme, on le devient. Et on le devient donc à partir de la domination qui est exercée par les hommes sur les femmes. Donc c'est dans ce courant que s'inscrit le féminisme également radical, dans lequel il prend ses sources. Parce que ce courant, du coup, a donné naissance à plein d'autres courants qui divergent, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Après, on a eu mai 68, où là, il y a eu des manifestations, mais c'était pas seulement des femmes. Et comme tu viens de le dire, Dimitri, il y a eu aussi des manifestations de femmes qui, grâce à l'effort de guerre, remobilisaient ça en disant, voilà, nous, maintenant, on a envie d'avoir les mêmes droits. Et je me rends compte, en fait, en regardant l'évolution des manifestations, que les causes donc, sont toujours les mêmes. Le but, c'est de parvenir à une égalité entre les hommes et les femmes sur le plan des droits civiques. Tout à fait. Néanmoins, on peut considérer qu'il y a une évolution parce que les premières révoltes ont toutes à leur tête une femme emblématique, alors que petit à petit, ça devient des manifestations où il n'y a plus réellement de leader qui s'impose du féminisme. Ça, c'est ce que tu as vu sur la deuxième vague, Laure. Et toi, Dimitri, qui avait autre chose aussi sur la deuxième vague. Oui, voilà, c'est que en parallèle de ce que Laure avait vu. Pour rebondir sur ce que Laure disait, c'est que au sein de ce courant de pensée va se créer plusieurs mouvements. Et en France, on peut notamment citer le MLF, le mouvement de libération des femmes, qui en fait se sentent à la fin des années 60 un peu oubliés des événements de mai 68 parce que les grands oubliés. Voilà, les hommes ont pris ce qu'ils avaient à prendre, et puis après les femmes c'est les femmes quoi. Les principaux combats de ces mouvements sont un peu déjà la reconnaissance du travail domestique qui est considéré comme c'est la base. Voilà, qui est considéré comme naturel et qui est pas du tout une charge qui devrait être partagée dans le couple, par exemple. Il y a aussi le droit de disposer de son corps avec le droit à l'avortement libre et gratuit et le droit à la contraception. Et d'ailleurs, on en vient à ce manifeste qui est le manifeste 343, qui est une pétition qui a été signée par 343 Françaises. C'est 343 femmes qui se sont fait avorter. On vient à la loi pour l'avortement qui est portée par notre regrettée Simone Veil. Et la deuxième vague va commencer à s'essouffler parce que les femmes ont obtenu des nouveaux acquis sociaux et elles se reposent du coup... les nouvelles générations considèrent qu'elles ont plus de combats vraiment à mener. En tout cas, je voudrais qu'on s'écoute un petit extrait sur le MLF qui est extraordinaire par sa... Allez, vas-y, fais-nous plaisir. Ah ouais, c'est d'une drôlerie absolue. Qu'est-ce que vous pensez du MLF? Quoi, le MLF? Le mouvement de libération de la femme. Ah oui. Oui, c'est une bonne chose. Et je suis contre. Pourquoi? Parce que je suis contre. Je sais pas pourquoi, mais je suis contre. Je sais rien. Les femmes n'ont pas besoin d'être libérées. Non, si, elles sont libres tout en étant au foyer, à mon avis. Elles doivent rester à la maison. C'est indispensable. L'éducation des enfants ne peut se faire qu'avec la femme au foyer. Vous êtes d'accord? Moi, je préfère être à la maison. Franchement, oui. M'occuper de mes enfants. Non, je ne travaille pas. Est-ce que vous êtes féministe, madame?
Assez, oui, je suis féministe, oui. Moi Qu'est-ce aussi. que ça veut dire? Mais je vois pas une différence entre un homme et une femme. Pour moi, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire être féministe? Être pour la femme, plus que pour l'homme, c'est ça? C'est-à-dire que l'homme a toujours le dessus sur la femme, et que la femme est en dessous. Moi, en ce qui me concerne, non. C'est pas notre cas. Alors, J'ai vous mon mot à dites que dire. Vous êtes féministe, ça veut Oui. dire quoi, monsieur? C'est-à-dire je suis pour l'égalité des couples. Mais J'ai une mon mot à égalité dire, il a totale. le sien. Chacun donne son opinion, son point de vue. Et on est tombé d'accord pour qu'elle puisse élever les enfants tranquillement à la maison. Et l'inverse n'aurait pas été envisageable, vous au foyer et madame travaillant? Je crois pas. Si, pourquoi pas. Parce que j'en ai à foutre, moi. Avec du recul, on peut trouver ça drôle maintenant. Ouais, avec du recul, ouais, bien sûr. C'est tellement drôle la différence de réaction des deux. Avec du recul maintenant, je me dis, c'est impensable de se dire ça. C'est comme si tu disais à un prisonnier, bah t'es libre, mais en prison par contre. Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux représentations du féminisme, parce que là, c'est Oui, exactement ça. parce que au là-dessus, final. oui. Ouais. Et c'est vrai que rien que sur l'étude suisse qui a été faite sur donc 23 étudiantes, donc c'est des personnes qui ont notre âge, l'étude est assez récente, au niveau des revendications féministes, donc il y a le salaire, et lorsqu'on demande à ces étudiantes, mais pourquoi est-ce que votre salaire est moins élevé que le salaire est moins élevé pour les femmes que pour les hommes? Et elles répondent tout simplement que les femmes elles travaillent à temps partiel ou elles cherchent des postes sans responsabilité. Donc ça montre que il a été déjà pour les femmes en elles-mêmes qu'elles sont déjà moins efficaces au travail, qu'en plus de ça elles cherchent pas de la responsabilité parce qu'on sait jamais, ça peut être un peu craignos. Donc bon. Ouais, et enfin c'est moi dangereux. personnellement quand j'ai lu cette étude je me suis dit wow, c'est quand même vachement dangereux. c'est qu'elles chez ont des étudiantes qui ont notre âge Ouais. qui cette construction sociale elle est vraiment actée, Bah voilà. construite par l'homme Elles et ont- ça dévalorise elles ont- leur capacité à même au sein du travail. Enfin voilà. C'était une Bah, petite elles ont intégré ça, cette inégalité finalement, sans vouloir chercher à comment dire, à quitter, on va dire, ce schéma. le métier, ouais, ce schéma. Et bah, elles se disent, bah tant pis, c'est comme ça, c'est que finalement on est des femmes et donc on n'a pas le droit d'avoir des postes à temps plein et que finalement on n'a pas le droit d'avoir des postes à responsabilité. Et d'ailleurs, ça Ce qui se est, voit en plus dommage de d'ailleurs ça. de dire ça. Ça se voit en plus dans les métiers que les jeunes femmes veulent faire. C'est souvent des boulots, vu qu'elles ont l'instinct maternel, elles vont se diriger vers la puériculture, elles vont toutes devenir infirmières. Et pendant ce temps-là, c'est quand même des métiers qui sont, on va dire, très beaux pour justement leur donner un petit peu de force. Mais malgré tout, c'est des métiers qui sont mal payés et qui finalement sont pas très intéressants. Et donc, beaucoup de femmes se dirigent vers ce genre de métier, tandis que les hommes vont avoir beaucoup plus de place, par exemple, pour aller vers des métiers d'ingénieur ou des métiers d'avocat. Et là, je pense que Quentin, c'est toi qui voulais nous parler de la troisième vague. Bah, c'est que j'ai plusieurs informations. J'ai eu plusieurs lectures sur ce qu'on va considérer comme la troisième vague du féminisme avec donc l'émergence donc, entre autres de l'afroféminisme qui va émerger dans les années 90 en Europe entre autres et en France aussi, mais qui va émerger beaucoup plus tôt aux États-Unis avec le mouvement des femmes noires aux États-Unis qui demandaient qui se considéraient discriminées en tant que femmes et en plus d'être discriminées en tant que femmes noires et donc d'avoir deux facteurs de discrimination, ce qui donne la discrimination croisée. Donc moi j'ai eu ça avec l'afroféminisme. Après toi peut-être Dimitri, tu avais autre chose sur la troisième vague du féminisme? La troisième vague pour moi c'est un peu l'éclatement de l'unité que les femmes avaient. Il y a plusieurs mouvements du coup au sein de cette vague. Alors c'est pas l'éclatement dans le sens négatif, c'est-à-dire que tout à fait, oui. C'est la diversité qui prône et du coup on a l'émergence des mouvements LGBT et autres qui vont prôner un féminisme différent Je note LGBT parce que des fois j'inverse les lettres. et là du coup je pense que Laure t'avais des détails sur ce courant de pensée. Oui, donc dans cette vague-là, moi je pense que ça correspond notamment au courant postmodernisme, donc qui va un peu plus loin que les féministes universalistes. Donc ce courant, lui, il balaye complètement les genres, et donc les catégories qui sont attribuées aux femmes et aux hommes, même si on sait que dans le féminisme universaliste, on sait bien que la construction homme-femme, justement, ce sont des constructions sociales, lui, il propose ce courant-là de balayer complètement les genres, et de dire, voilà, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes.
La suppression du genre, ça veut dire plus d'identité pour certaines voilà, personnes. c'est ça, parce que en fait finalement ces identités qui sont construites répondent finalement à des stéréotypes qu'on peut croiser tous les jours dans la vie. C'est tout simplement les hommes, par exemple, ils doivent être forts, ils doivent savoir changer les ampoules. Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est réellement un homme? Moi, je sais changer les ampoules, mais après, j'irai pas plus loin. Le mec. Je serais incapable de faire de la plomberie, par exemple. Ah, ça dépend. Si c'est facile, fermer un robinet, je peux Moi, le je faire. sais réparer des tondeuses. Hein, donc, Oui, voilà, donc tu vois, alors là, on peut dire que là-dessus, entre un toi et moi, t'es plus l'homme que la femme. Voilà, du coup, moi, je fais la vaisselle. Après, mais c'est pareil, voilà, est-ce que cette position-là est forcément une position... Ouais, c'est une très bonne position, moi, je trouve. Toi, oui, parce que t'as la flemme de la faire, on le sait bien. Ouais. Pardon, mais je vous dérange, là ou... Ouais, non, mais malgré on tout... reprend sur ce que si tu disais, ouais, tu disais, mal. Même si on dit ça, donc ce courant, là, qui... Tu disais, là. Je vous dérange peut-être, là, encore plus, là. Qui enlève vraiment la stigmatisation donc, entre l'homme et la femme, moi, je la trouve vachement bien. Je trouve ça très intéressant. Parce que même si des personnes de mon âge, notre âge, et même avant qu'on se mette à chercher ça, enfin, je sais pas, moi, quand j'observe le monde autour de moi, je me rends bien compte qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes, et ce qu'elles peuvent faire, et ce que les hommes peuvent faire. C'est comme les mecs qui pissent dans la rue et les femmes qui pissent dans la rue, on se dit, oh là, une femme qui pisse dans la rue, c'est sale. Enfin, on se dit, bah, moi, je me dis aussi ça pour les hommes, mais ouais, voilà, mais souvent, pas, on accure des hommes qui urinent dans la rue, alors qu'une femme, on se dit, soit elle est déviante socialement, soit elle est bourrée, soit elle est défoncée, alors qu'un mec, il a une envie pressante, c'est normal. Oui, c'est vrai. Quand on a envie de faire pipi, Non, je suis d'accord avec ça, mais par contre, je trouve ça quand même dégueulasse. Ah, mais dans tous les cas, de toute façon, c'est dégueulasse. De toute façon, ça s'appelle de la miction sur voie publique. Oui, et tu trouverais ça encore plus dégueulasse si toutes ces personnes-là s'étaient pissées dessus avant d'entrer chez elles. Après, voilà, c'est fou. C'est pas faux. Non, mais peut-être que du coup, si une femme se fait pipi dessus, eh ben on se dit, oh la pauvre petite, c'est mignon. Alors qu'un homme, on dit, mais quel con, celui-là, il aurait pas pu pisser contre un arbre. C'est une construction sociale et c'est une construction urbaine aussi. J'ai lu un super article dans Le Monde qui parlait des grands enjeux urbains. Ah, mais sur, j'ai lu. Tu l'as lu toi aussi? Oui, il est pas mal, oui, sur comment rendre la ville accessible à la femme, enfin l'espace public accessible à la femme. Et ça peut entrer dans ce troisième mouvement finalement de... Oui. Cette troisième vague, pardon, à chaque fois j'ai du mal. Troisième vague toujours, après je sais pas si vous avez... Moi j'ai lu des choses donc sur les fémènes, toi aussi Dimitri. Bah, les fémènes, elles ont beaucoup de visibilité dans la presse aujourd'hui. Parce que c'est un peu le féminisme radical. Elles militent pour le droit des femmes, contre la corruption, contre la prostitution, contre les religions. Alors là, pour le coup, les religions, c'est vraiment limite maintenant devenu leur fer de lance. Comme les Pussy Riot d'ailleurs en Russie, pardon, oui, tu voulais dire? Mais justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure et j'avais envie de rebondir dessus. Le fait que justement elle se disperse, ça prouve notamment que la femme a beaucoup plus de droits. Parce qu'elle a, elle a plus besoin d'être juste un point qui se brandit en l'air, elle peut être plusieurs doigts qui vont ailleurs. Tout à fait, et puis c'est aussi de la prise de conscience qu'elles sont actrices aussi finalement de la politique internationale et qu'elles n'ont pas que à revendiquer leurs propres droits à elles, mais les droits pour tous et l'intérêt général. La femme se met à porter les valeurs qu'elle porte elle-même, c'est des valeurs qui sont finalement de plus en plus individualisées. Mais je suis d'accord avec vous et je trouve ça plutôt bien je trouve ça pas plus mal non plus. Mais par contre, je pense que ça peut nuire à un certain type de féminisme qui du coup a moins de visibilité et qui pourtant milite exclusivement pour le droit de la femme et qui a des revendications plus claires, des actions aussi qui sont plus concrètes que juste un coup d'éclat médiatique et du coup ça serait bien aussi qu'on donne un peu plus de visibilité à ces mouvances féministes. Il y a beaucoup de variétés et je vous invite. T'en as d'autres peut-être, Dimitri? Moi j'avais quelques trucs sur les chiennes de garde qui sont un peu les héritières du MLF et qui défendent les femmes contre... elles ont fait leur fer de lance, leur combat c'est surtout de défendre les femmes contre les insultes sexistes et elles se battent contre ce sexisme qui est quotidien pour les femmes. Donc pour clôturer notre discussion sur cette troisième vague du féminisme, Dimitri, tu vas nous parler un petit peu de ce mouvement qui est la barbe, donc. Ouais, alors c'est un mouvement que j'adore. Je trouve c'est vraiment, je pense que c'est une bonne façon d'attaquer les choses, les problèmes quoi. En fait c'est un groupe de femmes qui en fait elles militent principalement pour qu'il y ait la parité dans toutes les instances, que ce soit les instances de pouvoir, les instances politiques, les instances de pouvoir économique, les instances politiques. Les instances culturelles où la femme est souvent très sous-représentée et aussi les instances médiatiques.
Et du coup, en fait, pour supporter leurs actions, ces femmes se rendent dans des lieux où les assemblées ou les prises de position sont majoritairement décidées par des hommes, ou présidées par des hommes, et du coup elles viennent avec une barbe postiche, et du coup souvent les barbes en plus sont hyper colorées, enfin c'est vraiment... c'est imagé quoi. En fait elles ont choisi de faire de l'humour leur arme, du coup elles arrivent comme ça, elles avaient mis des barbes à des statues féminines qui étaient souvent... c'est original. Souvent on prend l'image de la femme souvent nue pour représenter, je sais pas, la justice, enfin plein de concepts abstraits, forcément faut mettre une femme à poil, et du coup mettez des barbes comme ça sur les statues qui représentent un peu... Le but c'est pas un peu de représenter d'ailleurs le patriarcat? Oui voilà, c'est un peu dénoncer c'est ça. Dénoncer un peu cette domination des hommes sur les pouvoirs, les organismes de décision, que ce soit tous les plans de la société quoi. D'ailleurs, on voit bien que le féminisme, le but c'est d'agir au niveau politique, quoi. C'est vraiment sur les instances de politique que les mouvements de féminisme... pouvoir peser, tout à fait. Là, pour le coup, la barbe... l'influence sur la société, finalement. Pour le coup, la barbe, c'est vraiment hyper large, parce qu'elle s'attaque pas que aux politiques. C'est sûr qu'elles ont fait leur apparition dans des assemblées, dans des trucs comme ça. Mais elle s'attaque aussi tout ce qui est instance culturelle, où souvent, c'est des hommes qui décident. Oui, mais voilà, c'est un endroit qui est décisionnel, quoi. Ouais, voilà. Par exemple, Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les... Non mais c'est intéressant, la barbe on connaissait pas forcément. Ouais, tu vois, c'est un article, c'est un mouvement auquel on n'accorde pas trop de visibilité, alors que pourtant moi je trouve qu'ils sont... Enfin la façon d'intervenir est... La façon d'agir originale. Moi je trouve qu'elle est originale. Donc c'est comme ça que nous allons tourner la page des mouvements pour parler surtout des grandes figures qui peut-être nous ont plus touchés que d'autres, et qui vous ont touché vous. Donc toi Dimitri, tu avais quelques figures du féminisme. Et ensuite, Laure, toi, tu en auras d'autres aussi. Tu en as une au moins. Moi, la première dont je voulais parler, c'est Louise Weiss. Je pense qu'elle est très peu connue aujourd'hui, mais ça a été une grande figure du féminisme en France. Et en fait, cette femme a été un temps, une période assez courte, mais elle a été un peu la leaduse du mouvement des suffragettes en France. Et du coup, c'était une femme brillante. Elle a été diplômée de lettres, agrégée de lettres à 21 ans et diplômée d'Oxford. Elle s'est engagée pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'infirmière, donc c'est vraiment une femme qui a fait plein de choses et qui est assez incroyable, quoi. Elle était très proche de pas mal de gens qui sont connus parce que ce sont des hommes, alors qu'elle avait un engagement qui était largement à leur mesure, voire carrément supérieur. Elle a notamment été aux côtés de Vladimir d'Ormesson, d'Aristide Briand, de Léon Blum, de Paul Valéry, donc vraiment voilà, c'est quand même une femme qui a eu de l'importance en politique en France. Et elle fait quoi pour les femmes au final ? Elle va essayer de redonner un souffle nouveau au mouvement des suffragettes françaises qui commençait à baisser les bras à force de se prendre des refus, dans la figure. Et du coup, en fait, c'est elle qui va inciter les suffragettes à faire des coups d'éclat, à aller dans des événements, dans des gros événements, que ce soit sportifs, politiques, etc. Et elle va se présenter symboliquement aux élections municipales de 1935. Et elle va recueillir 18 000 voix, donc dans sa circonscription. Donc, du coup, voilà, elle va avoir ce rôle un peu Elle ramène de l'air, du nouveau. Ouais, voilà, ça va dynamiser le mouvement des suffragettes, et même si elle va pas y rester longtemps et qu'après elle va retourner vers son combat pacifiste quand la guerre va éclater. Ça reste une figure de proue du féminisme. Ça reste une figure de proue du féminisme. Et en 1936, elle va refuser d'être ministre sous le gouvernement de Léon Blum, donc Léon Blum qui était quand même son ami. Et elle va refuser sa demande d'être ministre en répondant avec une phrase quand même que j'ai trouvé franchement pas mal. Elle a dit « J'ai lutté pour être élu, pas pour être nommé ». Donc du coup, elle lui a quand même mis un gros bâche dans la tête. Et voilà. Et c'est un peu dommage qu'on ait un peu oublié cette... Oui, parce que finalement, c'est une leader, mais pas autant connue que d'autres, certainement, qui existaient derrière. Ouais, clairement. C'est le problème de l'histoire qui invisibilise beaucoup les femmes. Et t'en avais une deuxième, du coup. T'as vu une deuxième après, grande figure. La deuxième, c'est Simone de Beauvoir, mais bon, je pense que... voilà, c'est... On n'a plus besoin de la présenter. Bah si, on peut un petit peu la présenter, quand même. Ah bah alors, du coup, si vous demandez, je vais pas me faire prier, Donc Simone de Beauvoir, du coup, c'est une philosophe française. Enfin, elle a fait des études de philosophie où elle va rencontrer Sartre. Sartre va même la demander en mariage, sauf qu'elle va refuser parce qu'elle va lui dire écoute, on est bien ensemble, mais bon, on est un couple libre et en plus de ça, j'ai pas envie de renoncer
à ma liberté pour une union institutionnelle qui va me brider, quoi. Simone de Beauvoir, qui est bisexuelle, va avoir plusieurs relations avec ses élèves féminines, et ce qui va lui valoir un peu son renvoi de l'éducation nationale, parce que tout simplement. à l'époque, c'est pas très bien vu. Mais déjà, c'est rarement bien vu. C'est rarement bien vu. Bon. C'est vrai que c'est assez original qu'elle ait cette posture-là, parce que justement, une autre personne... Il y a eu des pensées sociologue, contraires, ouais, il y a eu des pensées contraires qui justement critiquaient Beauvoir, parce que Beauvoir avait l'air de dire que le lesbianisme, c'était vraiment une passade adolescente, et que pour se construire, les individus, enfin surtout la femme en tout cas, avait besoin du rapport sexuel hétérosexuel. Enfin, je sais pas, a priori, elle n'était pas trop d'accord avec ça. Elle n'était pas d'accord, oui. Mais ça, c'est ta figure, toi, du féminisme que tu as retenu là. Ouais. Monique Wittig, qui est française, une sociologue, donc qui, elle, s'inscrit plus, selon moi, dans le courant postmodernisme, qui donc arrive après le courant de Beauvoir. Elle critique beaucoup Beauvoir parce que justement, elle a une vision sur l'homosexualité, surtout sur le lesbianisme, qui lui convient pas du tout, dans le sens où pour elle le lesbianisme est vraiment une passade adolescente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle pense que Simone de Beauvoir, qui essaye justement de valoriser notamment les femmes en disant « Regardez, c'est merveilleux d'être femme », pour Wittig, c'est vraiment, malgré tout, quand elle fait ça, quand elle essaye d'avancer ce genre d'argument, elle pointe les différences et en fait, elle essaye de montrer les meilleurs traits dont l'oppression les ont gratifiés, quoi. Wittig, elle critique beaucoup Simone de Beauvoir parce que cette vision qu'elle a du lesbianisme, ça ne lui convient absolument pas. Elle a une vision qu'on pourrait qualifier d'utopiste, une vision très intéressante sur le lesbianisme concret. Pour elle, ça permet d'échapper à la propriété de l'homme, tout simplement. Donc les femmes, dès le départ, elles doivent tout simplement ne pas se mettre avec des hommes. Comme ça, grâce à cette non-propriété de l'homme sur la femme, elle permet de rebrouiller en fait toutes les choses. En fait, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de l'homme et la femme. Si la femme n'est plus juste un support à bébé, elle devient un genre neutre. Voilà, c'est sa position. Et en fait, elle ne veut plus d'hétérosexualité. En tout cas, elle le dit pour un temps. Elle dit il faut que les femmes soient avec des femmes juste le temps que les hommes se remettent à leur place. Elle veut juste faire disparaître le modèle hétérosocial. Elle veut plus qu'il y ait les stéréotypes hommes-femmes. C'est un moyen pour arriver à un modèle égalitaire vraiment sur tous les genres. Voilà, on va conclure sur ce gros dossier qui était le féminisme. Ouais. Donc chacun, à tour de rôle, on va se dire un petit peu, est-ce que c'était mieux? Laure, pour toi, est-ce que c'était mieux avant le féminisme? Du moins, qu'est-ce que tu ressens de tout ce qu'on a dit? Moi, en tout cas, de toute cette évolution, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des petits pas à tâtons et qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans quelque chose de peut-être de fouillis, de touffu, mais qui peut donner quelque chose d'assez intéressant pour le féminisme. Après, ce qui manque réellement dans le féminisme aujourd'hui, bon, c'est sûr, c'est une cohésion. Et finalement, le problème reste toujours le même, c'est que le féminisme et surtout la position de la femme reste une construction sociale qui est quand même assez dure à retirer des représentations de tous les Français, tout simplement. Mais moi, je suis très d'accord avec ce que Laure a dit. J'ai juste un truc de plus à rajouter, c'est que dans le temps qu'a duré l'émission, c'est très difficile d'aborder tout ce qu'est le féminisme. Une émergence du féminisme, notamment en Afrique, qui est très importante sur les questions de l'excision, sur les questions de l'ultra-domination des hommes sur la femme en Afrique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut... Enfin, en tout cas, il y a encore beaucoup de combats à mener en termes de féminisme. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode du féminisme, qui peut-être lourd à écouter, vous a plu, vous a moi, ça m'a permis d'apprendre des choses. J'espère que vous deux, en tout cas, vous avez apprécié. Ah bah moi j'ai vraiment apprécié ce moment avec vous. Sympa. On se retrouve très rapidement. Allez, ciao.